Le JT de la radiologie vous propose des devoirs de vacances. En premier, s'inscrire à la formation de septembre sur l'imagerie thoracique. Et en deuxième, pendant que vous êtes à la plage, profitez-en pour lire IRM pratique. Marie-Pierre Revel, le 30 septembre à Cochin, on va assister à un exercice de démystification. Alors, qu'est-ce qu'on va démystifier? Alors, on va démystifier un thème, un cadre pathologique qui est généralement un peu un repoussoir pour les collègues radiologues non spécialisés en imagerie thoracique, qui est celui des pneumopathies interstitielles qu'on devrait d'ailleurs appeler pneumopathie infiltrante diffuse. Alors, pourquoi on va le démystifier? En fait, vous n'allez pas avoir le même discours qu'un prof qui va faire un grand cours magistral et qui va nous expliquer que tout ça est très très compliqué. Voilà, non, justement, on veut expliquer que même si le sujet peut apparaître complexe parce qu'il y a une sémiologie extrêmement riche, donc on peut se perdre dans tous les signes qu'on décrit et avoir du mal à faire la synthèse. Complexe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies différentes qui peuvent se traduire par des pneumopathies infiltrantes. En fait, la façon de simplifier les choses, c'est de dire deux choses. D'abord, pour ne pas se perdre dans la sémiologie, il faut repérer le signe prédominant. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, d'accord, il y a plein de maladies différentes, certaines très très rares, mais il y a trois entités qui représentent 50% des cas de pneumopathie infiltrante diffuse. Donc si déjà on est à l'aise, c'est ça qu'on va montrer avec ces trois entités, on a résolu la moitié des cas. Alors, quelles sont les trois entités? Alors, les trois entités, ce sont, pardon, les fibroses, la fibrose pulmonaire idiopathique, ce sont les atteintes des connectivites et la sarcoïdose. Voilà, ces trois entités représentent la moitié des cas, en gros, de pneumopathie infiltrante diffuse. Et donc, quand on sait les reconnaître, et on va expliquer comment on les reconnaît, eh bien, on est déjà à la moitié de la résolution du problème. Et puis surtout, ce qu'on va expliquer, il y a un dernier piège, c'est que, en fait, en fonction de la qualité de l'acquisition du scanner, en fait, le degré de qualité de l'apnée inspiratoire, eh bien, ça modifie l'aspect au scanner et si les patients n'ont pas réalisé une inspiration profonde, on peut avoir de fausses images qui donnent l'impression qu'il y a effectivement un problème de pneumopathie infiltrante diffuse, alors que c'est simplement artefactuel. Donc, la première étape de cette démystification, ça va être justement d'éliminer ces fausses images qui sont liées à des qualités d'inspiration insuffisantes. La deuxième étape, c'est quand même de rappeler qu'il y a toujours une chose à laquelle il faut penser, c'est des manifestations d'insuffisance cardiaque. Et puis après, une fois qu'on a écarté ces deux choses, bon, c'est pas de l'insuffisance cardiaque et c'est pas un artefact d'acquisition, on essaie d'attraper le signe prédominant et on raisonne en fonction de lui. Et après, on se pose un certain nombre de questions. Cette maladie infiltrante que je constate, est-ce qu'elle a des caractères de fibrose pulmonaire? Et on explique que pour dire à coup sûr que la pathologie qu'on observe, elle est fibrosante, il y a deux signes qui sont fondamentaux et il faut avoir l'un de ces deux signes pour parler de fibrose pulmonaire. Donc, on Voilà. résume. Pas d'artefact, on recherche les signes prédominants et on se focus sur les trois maladies qui font 50% des diagnostics. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Il est particulièrement dans l'actu. Est-ce qu'il a un rapport avec le post-Covid? Alors, il pourrait. C'est vrai qu'il faudra qu'on. Maintenant, on ne voit plus de forme réellement symptomatique hein, de Covid qui se manifestait par ces grandes plages de verre dépoli sous pleural. On voit plutôt des patients au stade de séquelles. Donc, on expliquera qu'il ne faut pas à tort et à travers parler de séquelles fibrosantes. Mais non, c'est un peu, comment dire, un thème récurrent et pour discuter avec mes collègues non spécialistes, j'écoute ce qui est un peu leur attente.
Et dans leurs attentes, c'est ça. Et d'ailleurs, la première fois où on a lancé ces journées, parce que ça fait maintenant, ça sera la 11e édition, enfin pardon, la 10e, parce que pendant le Covid, on n'a pas fait. On a commencé exactement en 2012 à l'Hôtel Dieu. Bah, c'était sur la suggestion d'une collègue qui est spécialisée en imagerie ostéo-articulaire et qui est installée en ville et qui me dit, Marie-Pierre, s'il te plaît, imagerie thoracique, c'est trop compliqué. S'il te plaît, fais-nous des cours où voilà, on met l'essentiel et qu'on arrive, en tant que non spécialiste, à ne pas raconter de bêtises. Et, et c'est vrai que j'aime bien cette idée, euh, encore une fois, d'abolir le discours de spécialiste. On peut toujours expliquer que les choses sont compliquées, mais après donner les quelques clés qui permettent à n'importe quel radiologue de s'en sortir. Voilà, c'est ça un peu Et c'est ça, ça un peu c'était l'idée. l'héritage de votre prof. Oui, 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 de mon ancien patron Guy Fréjat qui détestait les discours de spécialistes. Et donc, les différents temps pleins du service, deux, trois fois par an, on avait un grand cours à préparer. Généralement, c'était les vendredis matins à 8 heures du matin. Et après, il y avait le post-cours où on avait la liste des critiques des fois positives, des fois critiques sur la façon dont on... Et ça a été, je pense, ça a été une bonne école. Voilà. Alors, on va conclure avec les détails pratiques. Ça s'adresse à qui? On s'inscrit où? Ça s'adresse à des radiologues non spécialistes. Voilà. Non spécialistes d'imagerie thoracique. Pour s'inscrire, il faut contacter mon secrétariat, isabelle.parrain, comme un parrain, P-A-2-R-A-I-N, @aphp.fr. Eh bien, c'est noté et on vous souhaite beaucoup d'affluence à cette 11e édition. Et puis en attendant, bah, bonnes vacances. Prenez un petit peu de vacances quand même, Marie-Pierre, pour préparer les Oui, cours. pas trop, hein, pas trop quand même. Merci. Allez, au revoir. L'IRM en neuroradiologie et plus précisément l'IRM pratique en neuroradiologie, on en parle aujourd'hui avec mes invités qui sont les co-auteurs de cette somme de près de 500 pages. Mes invités, c'est Françoise Errand, vous êtes neuroradiologue, ancienne chef de service imagerie à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, et François Lafitte, qui est votre complice pour cet ouvrage, qui est neuroradiologue, attaché dans le service imagerie de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Alors, Françoise Errand, il y a déjà eu beaucoup d'ouvrages qui ont été édités sur la neuroradiologie. Pourquoi un ouvrage de plus? Bien, cet ouvrage a été motivé par un besoin. Quand vous êtes neuroradiologue débutant ou quand vous êtes radiologue, c'est difficile quand vous êtes devant une image d'IRM de savoir exactement ce que c'est. Donc, vous allez vous retourner vers les bouquins habituels, qui sont des livres qui sont classés avec des chapitres par thème pathologique. Et si vous ne savez pas ce que c'est la pathologie, vous ne savez pas où chercher. Donc, on a pris, nous, le problème à l'envers. On propose des séries de diagnostics devant des images, devant la sémiologie, et à partir de ces séries d'hypothèses diagnostiques, et à partir de l'analyse des images, et non pas de la pathologie possible, le lecteur va déduire ce que ça peut être, et ensuite, à partir d'une petite gamme diagnostique, il va pouvoir aller se référer aux ouvrages habituels pour confirmer son diagnostic, et donc c'est une aide diagnostique qui est absolument indispensable dès que vous voulez faire un petit peu de neuroradio et que vous n'êtes pas complètement entraîné. François Lafitte, qu'est-ce qu'on y trouve exactement dans cet ouvrage? Quelles sont les têtes de chapitre? Oui, alors donc c'est un ouvrage qui a pour but à la fois de rappeler l'intérêt des différentes séquences qu'on utilise en IRM, donc à la fois bien entendu les séquences classiques, mais également les séquences complémentaires, tous les types d'angio-IRM, la spectroscopie, etc., sur un mode relativement simple, pas très détaillé, mais relativement simple. Et ensuite, dans un deuxième temps, en fait, on s'attache à faire des chapitres en fait, sur la caractéristique des différentes lésions, par exemple les lésions de la région cellaire, les lésions intraaxiales, les lésions extraaxiales, qui sont toutes décrites les unes après les autres dans des chapitres d'orientation diagnostique qui permettent au lecteur de s'y retrouver assez facilement, surtout qu'il y a un index à la fin qui permet de se référer aux différentes pathologies. Alors, données cliniques, protocole d'exploration, principale séquence sémiologie, conduite à tenir, c'est la 3e édition, François Errand. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette 3e édition?
En fait, la première édition était en 2007. Vous imaginez bien que depuis 2007, la neuroradio a évolué, donc les techniques ont évolué. Il y a des pathologies nouvelles dont on a fait le diagnostic. Et il a fallu donc suivre un peu cette évolution en mettant des images de meilleure qualité. Par exemple, en 2007, il y avait très peu de 3T. Maintenant, tout l'ouvrage pratiquement est en 3T. Il y avait des séquences qui n'étaient pas utilisées. Maintenant, on a des séquences utilisées. Par exemple, le docteur Sidney Crystal nous a fait un très beau chapitre sur l'IRM fonctionnel, dont on ne parlait pas il y a quelques années. Et on a des nouvelles pathologies donc, qui ont été déclinées dans des petits chapitres que François a fait sur, par exemple, les encéphalites auto-immunes qu'on connaissait très peu, sur certaines caractérisations de tumeurs gliales qu'on utilisait peu, sur des pathologies dégénératives qui ont évolué. Donc, on sert de mieux maintenant les caractéristiques en imagerie qui permettent donc de suivre vraiment le fil de l'actualité. Et toute l'iconographie donc, a été pratiquement refaite. Et c'est un des livres qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'images, vraiment énormément d'images qui permet de se référer un petit peu à l'image qu'on a devant les yeux. On regarde et puis on devine un petit peu ce que c'est. Voilà. Et vous n'avez pas fini de suivre le fil de l'actualité parce que bientôt il y aura les 7T, les 11T, tout ça. Donc il y aura beaucoup d'éditions à venir encore. Quelques exemples précis, François Laffitte. Par exemple, on s'est attelé dans cette dernière édition à parler beaucoup des pathologies infectieuses qu'on a pas mal développées dans un chapitre spécial, infections inflammatoires et pathologies inflammatoires, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées récentes, à la fois par rapport aux données biologiques. Et puis également, on a développé également tout ce qui est maladies dégénératives, parce que ça devient quand même un enjeu de santé publique, avec l'intérêt éventuel d'utiliser maintenant certains logiciels dont on parle un petit peu. Et puis, on a également mis l'accent sur sur une fiche sur l'utilisation des nouvelles techniques dans des pathologies courantes pour que le lecteur sache, en fonction de la pathologie à laquelle il est confronté, quel type de technique utiliser sans que son examen soit trop rallongé. Voilà. François Zéran, pour conclure, à qui s'adresse cet ouvrage principalement? Et ça, c'est aux radiologues, aux neuroradiologues, aux internes? Alors, je pense que pour les internes, c'est utile, surtout ceux qui vont faire de la neuroradio. Ça s'adresse aussi aux neuroradiologues parce que ça fait vraiment un petit livre. Il est compact, hein, il est pas grand temps. Donc, vous l'avez à côté, vous pouvez le consulter facilement. Mais on a retrouvé ce livre dans beaucoup de cabinets de radiologie générale, parce que dans les cabinets de radiologie générale, comme vous le savez maintenant, c'est un conglomérat de radiologues qui sont un petit peu surspécialisés et le neuroradiologue de l'équipe va pouvoir s'en servir. On l'a retrouvé également chez tous les spécialistes qui utilisent l'image IRM, comme les gens qui font de la neurologie, de la neurochirurgie, en neuroréanimation, voire en médecine interne, parce que de plus en plus, les cliniciens, grâce au système de PACS et de transmission d'images, sont en contact avec les images et peuvent parfois, à cause de leur hyper-spécialisation, être quasiment plus brillants, plus performants que certains radiologues généralistes qui ont un petit peu de mal à interpréter des images d'IRM compliquées. Donc, en fait, c'est pratiquement un ouvrage c'est un peu prétentieux de ça, mais de neurosciences. Vraiment, on l'a partout et on l'a en France, on l'a en Belgique, on l'a au Canada, on l'a au Maghreb, on l'a un petit peu partout. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je rappelle le titre de l'ouvrage, IRM pratique en neuroradiologie. C'est édité chez Elsevier. Je vous remercie et je recommande chaudement la lecture de cet ouvrage qui est richement illustré. Merci beaucoup à tous les deux.